Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Trèfle. On revient très rapidement après l'épisode précédent d'il y a quelques jours. On revient parce qu'il y a eu un deuxième trade d'un certain Grant Williams, un sign and trade auquel on s'attendait, on peut le dire. Avant d'aborder ce sujet-là et d'autres, je suis accompagné ce soir, alors non pas du deuxième rookie qui encore une fois s'est défilé, mais du coup c'est notre premier rookie qui fait un back-to-back, Vincent qui est avec nous. Salut Vincent. Salut, c'est les Ça Summer League. et Hugo qui est avec nous pour compléter le trio du soir. Salut Hugo, comment ça va? Salut tout le monde, salut à tous. Content de remplacer le deuxième rookie. Donc, comme tu l'as dit, c'est défilé. En tout cas, ça va très bien là, à l'approche des Summer League. On est très très chaud. On lui trouvera un épisode bien touchy pour le mettre dans le bain. Ça lui apprendra à se défiler. Du coup, la grosse, oui, le gros point, on va dire, sur cet épisode, hein, la grosse info qui est tombée il y a quelques jours, un peu plus de 24 heures depuis, par rapport au moment où on tourne cet épisode, c'est le sign and trade de Grant Williams envoyé à Dallas dans un trade à 3 avec les Spurs et où Boston reçoit 2 seconds tours de draft. Et donc Grant Williams qui signe un contrat de 13,5 millions sur la saison, par saison, donc précisément c'est 54 millions sur 4 si je dis pas de bêtises, de mémoire et donc qui est envoyé à Dallas. On a vu pas mal de gens s'offusquer en se demandant pourquoi les Celtics n'ont pas matché l'offre alors que c'est vrai que par rapport aux joueurs, c'est un salaire qui est tout à fait abordable. L'une des raisons principales, si ce n'est la raison, c'est évidemment financier, pour des histoires de voilà le nouveau CBA qui nous aurait forcé à rentrer dans la seconde apron ou du moins à limiter nos possibilités à l'avenir de renforcer le roster si on ajoutait ce contrat de Grant. Avant qu'on lance Hugo qui lui a une autre théorie, on va dire, sur la raison du départ de Grant Williams, ou du moins les conséquences plus que la raison. Vincent, est-ce que tu veux dire un petit mot toi sur le trade de Grant? Pourquoi d'après toi on n'a pas matché et ce que ça entraînerait? Clairement, pourquoi on n'a pas matché, je suis d'accord avec toi, c'est purement financier à mon avis. Plus peut-être le fait que le coach n'est pas un énorme fan de Grant Williams au vu de sa gestion du joueur sur la fin de saison dernière. Globalement, moi, là, pour le coup, je suis un petit peu triste parce qu'on perd un chouchou. On perd un chouchou qui vient de passer 4 ans, qu'on avait drafté, qui a une personnalité hyper attachante. Donc au-delà du joueur qu'on perd, parce qu'en fait c'est en faisant venir Porzingis, donc un plus fort joueur, un plus gros joueur, qu'on peut pas le prolonger en fait, hein. On perd quand même un mec moi sur lequel je m'étais beaucoup attaché. Alors j'ai dit au dernier épisode que j'avais pas de cœur, mais avec Grant Williams c'était un peu différent. C'était un peu un des derniers chouchous drafté au premier tour là il y a 4 ans. Et donc voilà, purement financier à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'autres raisons et on a privilégié voilà, un peu un plus gros joueur un peu plus tôt dans l'intersaison. Et tu le disais, tu me le disais en off, au-delà de l'aspect sportif, tu penses qu'il va possiblement y avoir un petit manque dans le vestiaire? Moi, ce qui est ressorti de Grant Williams sur ces 4 ans, c'est une personnalité hyper attachante, marrante, rigolote. Je pense que c'est un mec qui arrivait toujours avec beaucoup d'entrain tous les jours à la salle d'entraînement, en match. Et potentiellement, quand je vois notre roster là tout de suite maintenant, je me dis que ça va pas être la farandole de la rigolade.
Je pense que si ça marche bien sur le terrain, ça ira tout seul, il n'y a pas de souci. Mais on perd la grande gueule, un moteur historique de l'effectif avec Marcus Smart et le petit jeune un peu rigolo, un peu marrant, très bon public apparemment pour les journalistes locaux et tout. Non, je sais pas quel impact ça peut avoir vraiment, là, c'est que des hypothèses. Mais en tout cas, vu d'extérieur, on perd quand même deux personnalités fortes du vestiaire. Donc, je le disais l'autre jour, ça va être à Tatum et Brown d'essayer d'emmener tout le monde avec eux, je pense, hein. Ouais, c'est peut-être par là que Tatum doit passer pour devenir enfin Mm. ce top 5 NBA qui porte vraiment l'équipe, même si sur le terrain il le fait évidemment. Bon, on a encore Horford dans ce rôle de vétéran dans le vestiaire. Hugo, toi, tu as une autre théorie, ou du moins, pas forcément qui est la cause, enfin la raison du trade, mais du moins une conséquence possible, c'est plus par rapport au style de jeu que Mazzulla voudrait mettre en place par rapport au départ de Grant. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, je rejoins totalement Vincent et une grande partie de ceux qui pensent que bah, la raison principale de ce trade, c'est purement financier. Il y a une part de vérité là-dedans, c'est indéniable. Maintenant, je pense que, bah, et comme justement Vincent l'a rappelé aussi, euh, le fit avec Mazzula n'était pas forcément évident dans le sens où, et c'est un avis aussi que je partage, pour moi, Grant Williams, bon, il a des qualités indéniables, hein, on l'a vu au cours de ces 4 ans chez nous, même surtout sur ces 2 dernières années, j'ai envie de dire. C'est un, allez, on va dire un small ball big slash gros ailier qui peut un peu jouer sur ces deux positions. Mais moi, en tout cas, je le trouve plus intéressant quand il joue small ball big. Et finalement, ça colle pas trop à la philosophie de Mazzula, qui lui est plutôt, enfin, va plutôt privilégier des bigs un peu plus athlétiques, je pense, que Grant Williams. Et justement, et quand je dis plus athlétique, plus long ou plus athlétique en fait, qui ont vraiment une des deux caractéristiques identifiées. Et je pense que bah, Grant Williams rentrait clairement pas dans cette case, on l'a vu sur les playoffs. Ça n'a pas. Enfin, je vais pas dire que ça l'a pas fait parce que voilà, il a quand même sorti quelques bons matchs, hein. Je pense à un match notamment de la série contre Philly où on a été assez bon en défense sur Embiid, mais au global, finalement, son impact a quand même été moindre par rapport à ses playoffs sous Ime Udoka, pardon. Et ouais, et je pense que au travers de ce départ, on se dirige vers, comme j'ai pu l'expliquer sur Twitter, vers une nouvelle mentalité pour les Celtics qui serait plus basée sur la transition, sur un jeu un peu plus rapide, une pace plus élevée, qui pourrait un peu plus coller justement à la construction de ce roster qui est quand même articulé autour de deux ailiers très athlétiques en la personne de Brown et Tatum. Et finalement bah, j'ai envie de dire que ça a un peu gâché leur qualité que de jouer une pace assez peu élevée parce qu'on est, voilà, on est dans le dernier tiers de la ligue. Et en jouant un jeu de transition plus poussé, je pense que ça pourrait être allez, ça pourrait être plus positif pour nous dans le sens où on mettrait en avant les qualités préférentielles de nos deux meilleurs joueurs. Et en ce sens, je pense que Grant Williams ne fit pas trop ce moule parce que lui, c'est plutôt un joueur qui est spécialiste du spot-up shooting, donc plus sur demi-terrain à se cacher dans un corner, plutôt que de cavaler en contre-attaque et jouer du trailer, quoi. Donc c'est pour ça que je vois pas trop l'utilité de Grant Williams si on veut vraiment reshift notre mentalité sur plus de transition. Et justement, bah, l'une des raisons explique l'autre finalement. Pour tout ce que je viens d'expliquer là, ça valait pas le coup de payer un salaire de 13 millions et donc plus de 40 millions de taxes supplémentaires pour les proprios. Ça avait pas trop de sens, quoi, si on combine les deux éléments. Oui, parce que du coup, c'était là la précision que tu as rajoutée. C'est vrai, on a dit que c'était la principale raison pour laquelle on n'a pas prolongé Grant Williams, enfin matché l'offre, était financière, mais on n'a pas dit pourquoi. C'est que ça nous faisait rentrer dans la prone tax, enfin la seconde apron. Et à partir de la seconde apron avec le nouveau CBA, pour faire un peu, pour faire un peu simple, en gros,
chaque dollar supplémentaire coûte 7 dollars de surtaxe en gros au proprio. Et donc donner 13 millions la saison à Grant Williams, ça paraît pas beaucoup par rapport au talent, au niveau du joueur. Mais en fait, ça revenait à le payer 40 millions, enfin à payer 40 millions de taxes supplémentaires à cause de ces 13 millions. Donc en fait, c'est comme si tu payais le joueur quasiment 50 millions l'année. Donc 50 millions déjà qu'on va les donner à Jalen Brown, si on peut éviter de les donner à Grant Williams, ça serait pas mal. Hugo, tu as parlé de pace, d'avoir des joueurs plus athlétiques, de jouer plus en transition. Et du coup, en parlant de transition, on a signé aussi deux joueurs au minimum, deux Canadiens. On se faisait la remarque en off, deux Canadiens. On va commencer par la première signature, un ailier qui d'ailleurs en termes de euh, pas tout à fait, pas du tout le même profil même, mais qui remplace numériquement, on va dire, Grant Williams, en la personne de O'Shea Brissett, donc qui vient directement de Indiana. Enfin, il vient de Toronto, mais il jouait à Indiana. Je sais pas lequel de vous deux veut commencer sur O'Shea Brissett, qui est du coup un ailier plutôt athlétique, bon défenseur. Je sais pas si un de vous deux veut nous en dire un peu plus. Vas-y, Vincent. Moi, je peux me lancer parce que ça va aller assez vite. Je connais moins ces joueurs que vous, mais pour avoir regardé un peu de vidéos de chez Brissett, j'ai vu un mec assez actif, très actif au rebond offensif notamment. Donc effectivement, plus de longueur par rapport à Grant Williams, plus athlétique aussi, et plus vite. Je pense que c'est un peu lui qui est amené à prendre certaines des minutes de Grant, hein, c'est ce qu'on espère en tout cas. J'ai l'impression, au vu des statistiques, que le shoot n'est pas vraiment encore là. Sur les 2 dernières saisons à Indiana, il tourne à 33% sur 3 tentatives par match en moyenne, sachant que la saison qui vient de s'écouler, il a joué un petit peu moins que la saison d'avant. Je sais pas quelles étaient les raisons, si c'était de son fait ou plutôt le projet développement de jeunes là-bas qui évolue un petit peu. Mais du coup, c'est un mec qui sur les vidéos qu'on peut voir, est très très énergique, apporte beaucoup d'énergie, va beaucoup au rebond, se propose dans la raquette pour venir en seconde lame et tout. Je trouve ça assez intéressant. En tout cas, le profil a l'air intéressant pour un minimum à 25 ans. Je trouve que c'est assez intéressant pour espérer pouvoir lui donner des minutes et qu'il ait un vrai rôle en régulière. Ouais, Hugo, de toute façon, ça colle un peu avec ce que tu disais, d'avoir un jeu plus en transition, plus rapide, plus athlétique. Ouais, totalement. Alors, pour le coup, Brissett, c'est pas le joueur que je préfère de nos deux signatures, mais c'est quand même un joueur qui est intéressant dans le sens où déjà, en fait, ce que j'aime avec Brissett et plus généralement avec ce que fait Brad depuis quelques années, c'est que pour moi, on est dans la bonne direction, dans le sens où, comme tu l'as dit et comme beaucoup le disent, le CBA est très contraignant pour les équipes. Donc finalement, on va plus être dans une logique par exemple, comme a pu le faire Golden State récemment, etc., mais d'empiler les talents et pour faire ce qu'ils avaient appelé la strength in numbers, donc pour avoir des effectifs très deep. Là, je pense que les effectifs vont être un peu moins deep, mais surtout plus, comment dire, ça va peut-être être un peu moins deep, mais il y aura plus de paris sur les fins de roster et de paris, enfin de joueurs à développer et finalement de, j'ai envie de dire, de role-player à construire, à slash fabriquer, dans le sens où, Avec un peu d'upside, quoi. voilà, c'est ça, on fait un pari sur l'upside et j'ai envie de dire, on va voir. Et au chez Brissett, ça rentre dans cette catégorie parce que si on prend le joueur à l'instant T, c'est un bon athlète qui est peut-être allé un peu undersized pour un poste 4 parce que je pense que c'est. Voilà, comme vous le savez, je déteste parler en termes de poste, mais c'est matériellement, on va dire un poste 4 mais dans le sens où c'est un joueur qui est athlétique, qui est long, qui court. Clairement, ça, il va répéter les efforts, ça c'est très bien. Le seul petit bémol que je pourrais apporter sur son profil, c'est qu'en fait, pour moi, il n'a pas vraiment de skill fort en NBA. Son principal skill, je pense que c'est limite son rebond off et sa défense. Mais en attaque, chez Brissett, alors oui, il est bon dans la zone restrictive, d'où son apport potentiel sur transition, dans le sens où il peut courir assez rapidement, il est même très rapide pour sa taille et son poids, parce que
Il fait plus de 100 kilos, je crois, chez Bruxelles. Donc, c'est quand même quelqu'un de très rapide pour son gabarit. Donc, sa qualité première, c'est dans la zone restrictive, là, dans la zone de non-charge, là où il est très adroit. Par contre, il n'est pas vraiment capable de shooter à mi-distance, ce qu'on va pas lui demander encore une fois. Mais ça prouve quand même qu'il y a un petit, en tout cas pour maintenant, un manque de toucher chez O'Shea Brissett. Et son pourcentage à 3 points, pardon, qui est de 34%, je crois, en carrière, 34,4%, si j'avais bien regardé tout à l'heure, est pas fou. Bon, il a eu des saisons à plus de 40% sur des volumes intéressants. Donc, si jamais il retrouve cette adresse, ça serait une top signature pour nous. Parce qu'encore une fois, outre ses qualités athlétiques, ses qualités au robot off, en défense, c'est vraiment quelqu'un d'excellent, quelqu'un qui peut switcher sur plusieurs positions. Et je le trouve vraiment très versatile. Donc, honnêtement, ça me fait penser, enfin, cette intersaison de Stevens me fait un peu penser aux intersaisons de Greg Popovich à l'époque, hein, quand les Spurs il manquait vraiment une ou deux pièces pour passer au niveau supérieur, où il signait un peu des mecs de n'importe où. Je me souviens d'une signature d'Austin Day sur 3 ans, l'ancien shooter de Detroit, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça me fait un peu penser à ça. On va prendre des paris un peu. Ça fait aussi penser d'ailleurs à Bill Belichick en NFL, qui est d'ailleurs un des mentors de Stevens dans la gestion. Donc, de là à faire une passerelle, il n'y a qu'un pas. Mais ça me fait penser à ça, vraiment à des GM d'expérience qui font des paris intéressants sur vraiment, enfin, en ciblant vraiment des profils plutôt que des joueurs. Et je préfère ça. Je préfère cibler un profil intéressant plutôt qu'un joueur vieillissant, comme, je sais pas, bah, je vais prendre un exemple au moins sur le terrain, par exemple, Blake Griffin, qui était une ancienne gloire, qui n'apportait plus grand-chose, je préfère viser un O'Shea Brissett, par exemple. Même si Ok, Blake ok. Griffin, s'il veut revenir pour le vestiaire, on lui dira pas non. Donc Jason Tatum serait le prochain Tom Brady, le Tom Brady du basket. On l'espère en tout On cas. espère, hein, si on peut prendre ce titre. Ouais, alors je te rejoins totalement. Je l'ai dit assez souvent, que ce soit sur le Discord, sur Twitter ou même en off dans notre conversation. Moi, je milite pour qu'on arrête de donner encore des contrats à des anciennes gloires qui peuvent plus mettre un pied devant l'autre, et plutôt prendre des jeunes qui, comme tu l'as dit, ont toujours ce potentiel upside, alors auquel le nom est moins clinquant, c'est moins vendeur sur le papier, mais tu te dis, bah, peut-être que, même si la probabilité est faible, ça peut peut-être, avoir un petit développement sur tel ou tel, secteur de jeu et apporter quelque chose là où, un, DeAndre Jordan ou un Blake Griffin, bah, tu sais qu'il va rien t'apporter et que c'est pas à 38 ans, qu'ils vont progresser, en fait. Donc, là-dessus, je te rejoins totalement. Si vous avez rien à ajouter sur Brissett, enfin moi j'ai pas grand-chose à ajouter, vous avez été très complet. Je voulais vraiment appuyer moi sur sa défense. Moi c'est ce que j'avais bien aimé chez lui, c'est la polyvalence défensive. Tu l'as dit Hugo, capable de switcher. Je pense que c'est un joueur qui est pas si grand que ça, tu l'as dit, un peu undersize, mais qui peut défendre plus grand que ce qu'il est parce que c'est quelqu'un d'assez athlétique et massif. Et il a plutôt une mobilité assez intéressante pour sa taille, donc pour pouvoir défendre des joueurs un peu plus petits et rapides. Je vous propose de passer à la deuxième signature, un autre Canadien qui d'ailleurs, alors j'avais suivi à la fac, mais je ne savais pas qu'il ait fait son lycée au Massachusetts. Apparemment, il a fait tout son parcours, j'ai vu ça en faisant mes recherches avant le podcast, là, qu'il avait fait tout son parcours lycée dans le Massachusetts. Donc il revient un peu sur sa terre d'adoption, on va dire. C'est Delano Banton, du coup, de l'ancien de Nebraska, grand meneur drafté par les Raptors, signé également au minimum vet. Enfin, je dis vétéran. Enfin, si, de toute façon, les Américains, à partir de 2 saisons, ils disent que c'est des vétérans. Qui a tout juste 23 ans, qui a encore 23 ans, donc encore un jeune, comme on le disait, hein, plutôt prendre des jeunes avec un potentiel upside. Je sais pas si Vincent, tu veux commencer ou si on lance direct Hugo qui a dit que c'était sa signature préférée. Vas-y, lance Hugo, oui. Vas-y Hugo alors. Alors déjà, oui, comme j'ai dit, moi j'étais très content de cette signature. Je ne l'ai pas caché justement dans la conversation off depuis qu'il y a eu la news d'une rencontre entre Stevens et Banton.
Je voulais sa signature. Et encore une fois, c'est un peu la même logique que pour Brissett, dans le sens où, là, ce que j'aime bien, c'est qu'on vise vraiment un profil, qui est le profil de, on va dire, je vais dire ball handler, même si c'est pas sa qualité première, mais c'est un grand ball handler qui peut potentiellement se développer. Par contre, chez lui, il y a vraiment deux points noirs. C'est clairement le shoot externe, parce qu'il n'est pas capable de mettre un panier. Et j'ai envie de dire, ouais, donc le shoot externe, et aussi, ça peut paraître paradoxal d'ailleurs, parce que j'ai dit que c'était un ball handler, mais son dribble, qui est, je pense, pas assez bon, en tout cas pour être un meneur titulaire, enfin même pas titulaire, un meneur un ball handler en tout cas d'une rotation NBA. Il doit travailler là-dessus. Je pense il en est conscient. Par contre, si on regarde ses stats avancées, honnêtement, c'est très très bon. C'est très très bon, Delano Benton. D'où en fait mon intérêt pour lui, c'est qu'en fait quand on regarde les catégories statistiques, bah, c'est très très bon. Par exemple sur transition, l'année dernière il est à 1,3 points par possession. Bon, le site, j'utilise les données du site Synergy, donc voilà, pour vous donner un peu la méthode de M- calcul. Monsieur a des passe droits Ouais, ou de l'argent ou beaucoup d'argent. je ne dirais pas d'où viennent ces stats, mais voilà. On m'a gentiment envoyé ces stats via Synergie. C'est ça les relations exactement. Exactement. Donc, euh, donc voilà, il est à 1,3 points par possession l'année dernière sur transition, sur un volume de 54. Donc c'est pas le plus gros volume, mais c'est quand même assez conséquent. On peut analyser à partir de ça. Et bah, le site Synergie le classe parmi les gardes élites sur cette statistique. Donc encore une fois, ça accompagne mon propos initial qui parlait d'un shift plutôt vers plus de jeux de transition. La signature de Banton va dans ce sens. Par contre, là, oui, autre chose où il est très bon, c'est les cuts, où il a 1,4 points pour possession, pareil sur un petit volume, mais c'est très très bon. Et en fait, le profil de Banton, ça me rappelle un peu parce qu'on avait essayé de drafter avec Romeo Langford à l'époque, si vous vous souvenez bien, où il était excellent sur transition, bon cutter. Par contre, pareil, il avait des soucis dans le ball handling. On pensait qu'il aurait fait le jump de la NCAA à la NBA. Finalement, c'était plus compliqué pour lui de ce point de vue-là, et ça a été pareil pour les chutes externes. Donc espérons que Banton se développe mieux, même si on espère évidemment un retour de Romeo Langford également. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime Banton. D'autant plus qu'en fait, si on regarde ses stats en G-League, c'est très très bon. Donc face à une concurrence moindre, évidemment. Et son ratio assist-turnover est également bon. Donc c'est prometteur. Ouais, alors c'est vrai qu'on en avait parlé un peu entre nous. Moi, je suis un peu plus réservé sur lui, notamment, et c'est un point avec lequel on échange souvent avec Hugo, c'est la question du volume, dans le sens où bah, c'est vrai que les volumes sont très faibles, donc voilà, dans quelle mesure on peut se fier à des stats comme ça sur des faibles volumes. Mais comme on l'a dit, très jeune, donc voilà, 23 ans, il lui est pas interdit de progresser encore, donc il a le temps. Après, c'est vrai que son dribble, bah, des concours de dribble avec Jalen Brown aux entraînements vont être assez marrants. Vincent, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Delano Banton. Ouais, pas spécifiquement sur Banton, mais du coup, moi je vous écoute, ça m'intéresse beaucoup. Et moi, ce qui me rassure, c'est que je sais pas du tout où ça va nous amener, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a une ligne directrice. Et avec Steven, c'est toujours assez lisible ce qu'il fait, et moi, ça me rassure toujours. En fait, au pire des cas, on ne gagne pas, mais au moins, il a une idée, il y va. On draft Walsh, on récupère Brissett, ce qui me paraît être un peu des profils un peu similaires, donc on sent qu'il cherche clairement ce profil long, alors voilà, qui est de spécialistes hein, défensifs, hein, qui n'ont pas vraiment de tir à 3 points. Banton, pareil, de la longueur, des skills intéressants pour lui. Ça me rassure beaucoup. C'est-à-dire qu'on a déjà énormément. C'est pas des mecs qui scorent, là, tous ces mecs qu'on a cités, mais on a déjà largement de quoi faire. On a Porzingis, Tatum, Brown, Brogdon, dont la qualité principale, c'est le scoring et essentiellement. Là, on va chercher des spécialistes. Et au final, ce que j'aime bien, c'est que dans tous nos role players, eh ben, on va avoir des spécialistes de la défense, un other spécialiste du shoot.
Enfin, ça commence à ressembler franchement à quelque chose d'assez intéressant, d'assez profond même dans les profils. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant. Autre chose aussi un peu assez intéressante, Hugo disait avoir plus de verticalité, plus de qualité athlétique, plus de longueur. Euh, Sur cette intersaison, on a rajouté 3 joueurs, on en a perdu 2. Les 2 qu'on a perdus faisaient moins de 2 mètres. Les 3 qu'on a rajoutés font plus de 2 mètres. Font même plus de. J'ai 2 m 4 pour Brissett, 2 m 6 pour Banton. Et Porzingis, j'ai pas, mais Pas de c'est quoi? 20, ouais. Ouais, un truc comme ça. Et Après, on a devant, et perdu, si long que ça? ouais, je sais pas, entre 2,17 et 2,20, je pense, ouais. Ouais. Mais par contre, on a perdu en force au sol, quoi. C'était deux mecs très, très tankés, très forts au sol. Ce que tu as perdu d'un côté, tu l'as gagné de l'autre, à mon avis. Ouais, moi je trouve Brissett assez solide au Oui. sol, mais bon, c'est vrai que Grant et Smart, par rapport à leur taille, on va dire, le ratio était vraiment pas mal, ouais. Je pense qu'on a fait un bon petit tour là sur les 2 signatures. Le dernier point, c'est la Summer League, sauf si vous voulez rajouter quelque chose, mais sinon le dernier point, c'est la Summer League. Alors voilà, hein, toujours des matchs, contexte particulier, voilà, certains disent que c'est même pas du basket. Dans des matchs avec un niveau assez particulier où moi j'ai tendance à dire que les joueurs qui doivent performer en Summer League et qui performent, c'est normal. Par contre, ceux qui performent pas, c'est plus problématique. Donc, sous-entendu, ne pas s'enflammer parce qu'un joueur fait une bonne Summer League, en fait, c'est juste normal. Je sais pas vous, votre point de vue sur la Summer League et surtout, je vais vous lancer direct là-dessus. C'est quoi vous les joueurs un peu à surveiller côté Celtics, lesquels vont vraiment vous intriguer? Mais moi, j'en connais essentiellement deux. Ça va être, on va regarder Davison et Walsh, hein, tout simplement. Tout simplement. Ok. Notamment Walsh, pour voir s'il peut gratter quelques minutes en saison régulière. Moi, je ne l'ai pas vu comme vous à la fac, donc assez curieux de le voir. Ouais, Hugo? Un autre petit nom exotique que tu voudrais suivre ou non, c'est plus tu veux voir Jordan Walsh, voir s'il a fait des progrès un peu en quelques semaines au shoot. Ouais, déjà, juste pour revenir sur un petit point par rapport à ce que tu as dit, moi en fait, par rapport à la Summer League, j'ai juste un petit truc que je reproche même à certains, même parfois qui s'enflamment sur certaines prestations. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que hormis ceux qui sont draftés très haut, type par exemple cette année Wembanyama, Scoot Henderson, etc., faut bien se dire qu'en fait, les joueurs que vous voyez à Summer League, par exemple pour Boston, il n'y en a aucun qui sera utilisé comme il sera utilisé en NBA. Donc en fait, Oui. la prestation brute, en soi, par exemple que Jordan Walsh fasse je sais pas, un match à 20 points en mettant, je sais pas, en portant le ballon, etc. Je vais vous dire, honnêtement, voilà, on s'en Ouais, fiche. 20 points, 8 passes, on sait que ça arrivera pas en Voilà, NBA. on s'en fiche un peu. Ce qui compte en fait en Summer League, en tout cas moi, ce qui m'importe, c'est de regarder en fait ce que va faire un joueur par rapport à ce qu'on peut potentiellement attendre de lui en NBA. Je pense par exemple à la Summer League qui avait fait Romeo Langford à l'époque, à l'orée de sa deuxième saison, voilà, la Summer League où Matsula coach, où justement on l'avait mis pendant toute la Summer League. En fait, tout le monde espérait le voir prendre des responsabilités, le voir driver, etc. On l'avait mis en spot-up shooter toute la Summer League, il avait fait que ça. Là, c'est un peu pareil en fait cette année. Donc moi, ce que je vais regarder, ça va être en fait des bribes chez un peu tout le monde. Par exemple, chez Delano Benton, je regardais justement son tir. Est-ce que ça a progressé? Est-ce que son dribble aussi a progressé? Jordan Walsh, on va regarder son tir évidemment, parce que voilà, il est à, je sais plus, 27% je crois à la fac, donc on va regarder ça. Pareil, d'autres joueurs, je pense à Davison, on va voir s'il peut jouer des pick and roll, essayer de créer un peu. Donc en fait, on va regarder un peu des choses chez tout le monde, sans pour autant regarder la prestation globale du joueur. On va plutôt regarder des bribes chez chacun. J'ai juste deux petits joueurs que j'ai envie de voir chez nous. Le premier, c'est Oleg Balcerovski, donc, qui jouait en tout cas l'année dernière à Grande Canaria, donc qui jouait l'Euroleague. Enfin, qui a joué l'Euroleague à Grande Canaria, pas l'année dernière, mais il l'a joué. Et qui est un joueur en fait qui m'intrigue beaucoup parce qu'il est très long, il a beaucoup de touchés, il peut jouer dos au panier,
C'est un bon passeur, un peu en fait un profil si je peux me permettre, à la Porzingis dans l'utilisation à la passe, si vous voyez ce que je veux dire en fait. Mhm. Ouais. Capable de jouer enfin, très grand, donc capable de faire des passes par-dessus son adversaire, etc. Très bon screener. Donc c'est un joueur que je vais voir parce que, en fait, pour rien vous cacher, je ne le vois pas trop jouer en NBA parce que je le trouve assez lent. Je trouve qu'il a vraiment la zéro latéralité, même si ça progresse un peu ces 2 dernières saisons. Mais ouais, ça me tarde de voir en fait un Summer League s'il peut dominer, parce que je pense qu'il a vraiment les capacités pour lui faire des matchs justement à 20 points et 10 rebonds s'il a eu le temps de jeu. Donc je vais regarder ce joueur-là et je vais regarder aussi un autre joueur que j'aimais bien à la fac, qui était Sam Griesel de Nebraska justement. Donc on a 2 anciens de Nebraska dans le roster, ce qui est assez rare. Une université qui est surtout connue pour son programme de football. Donc assez surpris de voir 2 joueurs de Nebraska dans notre équipe de basket. Mais qui est un joueur que j'aime bien, en poste 3, qui est capable de faire pas mal de choses. J'ai envie de voir justement s'il est capable de passer le cap, déjà le cap avec la Summer League, parce que il est passé d'une petite fac, parce qu'il a joué 4 ans à North Dakota State, si je dis pas de bêtises, pour ensuite transférer à Nebraska. Il a plutôt été bon sur son année à Nebraska, donc voilà, j'ai envie de voir s'il peut passer le cap, parce que pour moi, c'est un bon candidat pour un two-way contract, par exemple, parce qu'il a vraiment des qualités plus ou moins identifiées. C'est un peu pour moi le Austin Reeves du très pauvre, en fait, dans le style de jeu. Il est capable de faire beaucoup de choses. Bon, moins bon qu'Austin Reeves, évidemment. Mais voilà, donc pourquoi pas un two-way pour lui, sinon, bon, peut-être voir Jay Scrub aussi, parce qu'on avait de la hype. Enfin, je me souviens qu'Alan, justement, parce qu'on parlait de Santa Clara, l'avait beaucoup hypé à sa sortie de junior college. Finalement, il a plutôt échoué en NBA chez les Clippers. Je sais plus trop, Magic, je crois, de mémoire. Donc voilà, j'ai envie de voir en Summer League s'il peut être un peu plus collectif. Ça marche. Ouais, je suis plutôt d'accord. Moi, le joueur, alors je vais pas mentir, je le connais pas du tout, mais quand j'ai vu son nom apparaître et que j'ai vu quelques vidéos sortir, ça m'a intrigué. C'est le Hongrois. Attendez, je vais retrouver le nom. Je sais même pas s'il est hongrois, mais en tout cas, il vient de Hongrie. Vincent Valerio Bodon, je sais pas comment on prononce. Ça m'a intrigué parce que c'est un seven-footer, quasi seven-footer qui a l'air d'avoir un shoot à 3 points ultra fluide et solide. Et donc moi, les seven-footers qui shootent à 3 points, ça me, ça m'intrigue tout le temps. Donc je me dis, pour un poste de two-way, ça pourrait être pas mal. Ouais, je voulais juste appuyer un peu sur ce que tu disais, Hugo, sur la Summer League. Je pense qu'on se rejoint là-dessus, sur le fait que, en fait, le plus important, ça va pas être la ligne de stats à la fin du match. Mais au-delà de ça, plutôt, comme tu le disais, moi, par exemple, sur Jordan Walsh, je vais regarder évidemment son tir, mais quel type de tir il prend. Parce qu'en fait, voir Jordan Walsh faire un pull-up à 3 points après avoir fait un dribble dans le dos, en fait, ça m'intéresse pas, en fait, parce qu'en NBA, c'est pas ce genre de shoot-là qu'il aura. Euh, mais ouais, plutôt le style de jeu que chaque joueur va avoir, le type de shoot qu'ils vont prendre, le type d'action qu'ils vont faire. Et bah, pour des mecs comme Jordan Walsh, comme Benton par exemple, où on attend des progrès au shoot, bah, regarder la mécanique, regarder la fluidité du tir, ce genre de détails-là en fait, plus que est-ce que ça rentre ou est-ce que ça rentre pas, et le nombre de points, passes, rebonds à la fin du match. Ouais, Hugo, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je veux juste rajouter un truc, parce que c'est vrai que je viens de me remettre le roster sous les yeux. Et on a dans le roster Udoka Azubuike, qui est pour moi un bon candidat pour le titre de pire joueur de la ligue, dans le sens où en fait je le trouve vraiment nul. Et il peut potentiellement prendre la place dans mon cœur, de Broderick Thomas, qui était un peu ce joueur, ce joueur nul, hein, qui était chez nous. Mais non, Azubuike, franchement, je pense qu'en plus, le pire, c'est qu'il va faire des stats. J'en suis sûr, il va faire des matchs à 10 contre. Mais ouais, franchement, alors lui, si on le signe, même ne serait-ce que sur un two-way, je pense que je rends ma carte de participant à ce podcast. Voilà, on avait tenu 30 minutes dans la nuance, et Hugo est venu tout casser à la fin, au buzzer. Ouais, Vincent, tu veux rajouter quelque chose? Il me fait bien rire, Hugo. Vous pensez quoi de Justin Champagny? Parce qu'il était avec nous l'année dernière. Du coup, là, il fait les Summer League. À votre avis,
lui, ça peut être important pour éventuellement revenir dans le roster ou c'est vraiment pour dire? Moi, je pense que c'est juste pour dire, surtout que, enfin, je pense surtout qu'il y a de meilleures options que lui, en Mm. termes de profil, en termes de potentiel. Puis perso, je suis plus fan. Moi, je préférais son frère que Julian Champagny, qui est aux Spurs, je crois, si Ouais, je dis pas de qui a bêtises. d'ailleurs sorti un très gros premier match de saison. Ouais, je suis plus fan de son. Enfin, c'est pas forcément un grand fan, mais je préfère son frère que Justin Champagny. Mais ouais, non, je pense pas que. Il y a moyen qu'il fasse un peu des stats parce que voilà, il a un peu plus d'expérience que certains qui sont dans le roster, un peu plus d'expérience NBA, mais, euh, mais je suis pas certain que. Enfin, je trouverais vraiment ça dommage qu'on lui propose un two-way alors qu'on pourrait tenter euh, un autre joueur qui aurait plus de potentiel, plus d'upside ou même ne serait-ce que tester un autre profil. Ouais, ouais, Vincent. Ouais, non, mais c'est cool, ça marche. Ok, non, je pense que tu avais encore ta main levée, c'est pour ça. Bah, du coup, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Podcast un peu court aujourd'hui, comme j'ai dit, on en a fait un il y a 2 semaines. On en refera potentiellement un. De toute façon, on vous en réserve sûrement un ou deux dans l'été, là, quand la période creuse va arriver. On va voir exactement ce qu'on fait. Mais on a pas mal d'idées à voir en fonction des dispos et tout ça, si on arrive à mettre des petits trucs sympas en place. Mais on a des idées. Le prochain, on l'espère avec Azad, donc la deuxième recrue. Voilà, les gars, je sais pas si vous voulez rajouter un petit truc. Ouais, moi je veux juste voilà, rajouter un petit truc parce qu'aujourd'hui on a appris la nouvelle, la tragique nouvelle, j'ai envie de dire, pour tous les fans de Romeo Langford, c'est que voilà, les Spurs renonçaient à leurs droits sur Romeo Langford, donc il est devenu unrestricted free agent, donc free agent non restreint. Et finalement, et je vais mêler mon ami Elias à mon propos. Je pense que là, il est grand temps, parce que voilà, on va pas se mentir, tout le monde aime Romeo Langford, parce que c'est un joueur formidable. Si on pouvait mener une petite croisade pour que Brad Stevens se re-signe au minimum, s'il vous plaît, parce que voilà, pour la santé mentale, après le départ de Marcus Smart, ça serait trop bien de revoir Romeo Langford. Ça nous consolerait beaucoup. Donc, n'hésitez pas à mener une croisade. On va lancer un petit hashtag, quelque chose, mais il faut qu'il revienne. Hashtag Bring Back Romeo. C'est Voilà. c'est vrai que je suis. Alors, bon, moi, j'étais pas le plus grand fan, mais c'est vrai que c'est un joueur quand même, un profil quand même assez intéressant. Puis au minimum, voilà, on est toujours dans la même optique, ramener des jeunes avec un potentiel, avec un petit upside aussi minime soit-il ou aussi peu probable soit-il, ça reste quand même un upside, donc why not. Si c'est bon pour vous, les gars, on finit là-dessus. Merci à vous pour ce petit podcast express, on va dire, par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et du coup, restez connectés, on vous prépare des petites choses sympas pour l'été. Merci à tous, puis bonne soirée, et à Au la revoir. prochaine. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots from both teams, Jeff, down the stretch.